France Culture. Avoir raison avec Jean Giono, Marceau Vassy. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver toute cette semaine pour une série d'Avoir raison avec, consacrée à l'écrivain Jean Giono. Premier épisode d'aujourd'hui, l'homme face à la nature. Plantons le décor. Nous sommes à Manosque, le 30 mars 1895. Jean Giono vient de naître dans cette petite ville des Alpes de Haute-Provence. Une mère repasseuse, un père cordonnier, une enfance modeste mais heureuse, ponctuée par la lecture et la découverte des territoires qui l'entourent. Malgré la Première Guerre mondiale qui le fit voir un peu de pays et quelques voyages tardifs, Jean Giono passa l'ensemble de sa vie à Manosque, au cœur de la Provence, jusqu'à sa mort en 1970. Considéré comme l'un des plus grands hommes de lettres du XXe siècle, son œuvre se compose d'une cinquantaine d'écrits que l'on divise habituellement en deux parties, ou deux manières, comme on dit en littérature. La première correspond à ses ouvrages publiés avant la Deuxième Guerre mondiale, qui se caractérisent par la centralité de la nature, sa volonté de faire fusionner l'être humain avec le monde, son éloge du paysan ou encore son engagement contre la guerre. Sa seconde manière se déploie quant à elle après-guerre, alors que Jean Giono vient de passer plusieurs mois en prison, accusé de collaborationnisme. Ses engagements sont brisés contre la réalité du monde, et cette deuxième partie de sa vie est marquée par une plus grande noirceur et une plus grande violence dans ses livres. Difficile néanmoins de résumer Jean Giono sans le caricaturer, sans l'enfermer dans des cases souvent trop étroites pour son œuvre, si riche et foisonnante. Nous pourrions donc dire simplement que Jean Giono est un écrivain de Manosque, conteur hors pair, dont les livres décrivent brillamment les passions humaines, la violence du monde et la puissance de la nature. J'aime ce pays. Je l'aime contrairement, je l'aime comme Swann aimait Odette, en se rendant compte finalement que c'était la femme qui ne lui convenait pas, que c'était pas son type. Eh bien la Provence n'est pas mon type de pays. Si j'habitais un pays que j'aime, qui me plaît, j'habiterais un pays où il pleut. Si je pouvais habiter un pays que j'aime, j'habiterais l'Écosse. C'est un pays que j'aime parce qu'il y a des mystères, il y a des pluies, il y a des brouillards, il y a de grandes étendues vierges, il y a très peu de population et il y a de grands déserts. Bonjour Joël Lorichesse. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis les studios d'ici Occitanie. Vous êtes écrivain, professeur émérite de littérature française à l'université Toulouse-Jean Jaurès, spécialiste de l'œuvre de Jean Giono et de Claude Simon, et vous êtes aussi le rédacteur en chef de la revue Giono. Bonjour Marion Stoïki. Bonjour. Vous êtes professeur de lettres, docteur en littérature française, et vous avez soutenu une thèse en 2023 sur la représentation du livre dans l'œuvre de Jean Giono. Jean-Yves Lorichesse était d'ailleurs votre directeur de thèse, et vous êtes quant à vous dans les studios d'ici Provence. Merci à tous les deux d'être avec nous. Pour commencer ce premier épisode consacré à la nature, il faut sans doute rappeler, Jean-Yves Lorichesse, comme on vient de l'entendre dans cette archive de 1965, que Jean Giono ne se considérait pas véritablement comme un écrivain provençal. Oui, alors effectivement, ça fait partie du discours de Giono, surtout après-guerre, à partir des années 50-60, où il a voulu reconstruire son image et son œuvre d'écrivain. Et il était important pour lui, à ce moment-là, de se démarquer, effectivement, de cette image d'écrivain régionaliste qui avait tendance à l'enfermer et qui était celle que donnait une partie de la presse dans les années 30. Alors, bien sûr, Giono a le goût du paradoxe et parfois de la provocation. Donc, mais il y a en même temps beaucoup de vrai dans ce qu'il dit et une vraie sincérité. C'est-à-dire que d'abord c'est un homme de la Haute-Provence et non pas de la Provence basse, de la Provence de Daudet, de Mistral. Il est un homme du haut pays et il est un homme qui aime dans cette Provence la dimension de la sauvagerie, des déserts, des grands plateaux. Et c'est en ce sens que effectivement il se reconnaît dans un paysage tout à fait évidemment qui paraît très très éloigné, qui est celui de l'Écosse, qu'il avait connu grâce à sa fille Aline, qui avait été assistante dans ce pays, et il y était allé, il avait découvert cela avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est vrai que aussi, donc il y a une ressemblance objective entre ces pays. Et puis pour ce qui est du soleil, je crois que Giono, effectivement, a toujours vu dans le soleil quelque chose d'une dimension tragique, qui fait que, dans le fond, il se protégeait du soleil, comme le font, cela dit, souvent les vrais Méditerranéens.
Jean Giono aimait dire que ce sud, qui sera donc au cœur de son œuvre et surtout dans la première partie de son œuvre, cette Provence qu'il va décrire, il va la décrire parfois comme un sud imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Jean Giono entendait par là, Marion Stoicki ? Effectivement, dans l'expression sud imaginaire, c'est vrai qu'il ne faut pas considérer que la Provence qu'il décrit est réelle, au sens, elle n'est pas réaliste. D'une certaine manière. Cette Provence-là, c'est une Provence à laquelle le romancier s'ajoute. Ça, il l'a plusieurs fois répété, donc que ce soit dans son journal, dans certains écrits comme Noé. Et ce sud imaginaire, il est à la fois géographique et historique. Au sens géographique, c'est-à-dire que, effectivement, certains toponymes sont réels, on peut les retrouver sur une carte, mais d'autres viennent s'ajouter sporadiquement, comme ça, et qui sont tout à fait inventés. Pour ne donner qu'un exemple, on a dans le roman Colline les Bastides Blanches, donc là où se déroule finalement l'intrigue. Les Bastides Blanches sont introuvables sur une carte, quand on compare avec tous les autres toponymes. Normalement, elles devraient se trouver dans les environs de Manosque, et c'est vrai que quand on cherche, on ne trouve pas. On a d'autres exemples aussi, avec la Font de la Reine-Porque, des localités comme ça qu'on ne va pas retrouver, au contraire de d'autres, comme le col de la Mordimber, le pigeonnier de Montaigu, etc. Et ce que j'ajouterais pour prolonger ce que dit Marion, c'est que l'expression sud imaginaire, Giono aussi, quand il l'emploie dans les années, au début des années 60, il pense évidemment fortement à Faulkner, qui est un grand romancier américain qui l'a beaucoup marqué, et que d'ailleurs Faulkner lui-même a reconnu Giono comme un grand romancier français. Enfin, il y a eu une sorte de réciprocité. Mais Giono s'est reconnu dans cette entreprise qui était celle de Faulkner de construire un sud imaginaire, ce fameux comté de Yoknapatawpha, dans lequel Faulkner a situé tous ses romans et dont il disait qu'il était pratiquement le propriétaire et dont il dessinait la carte, etc. Et Giono se reconnaît tout à fait dans cette entreprise faulknerienne du sud imaginaire. Ce rapport donc à une nature qui va être que Jean Giono va s'approprier, c'est un rapport assez singulier. Il faut aussi comprendre qu'il est lié en partie à ses lectures, Jean-Yves Lorichès, ses lectures d'enfance, de jeunesse. Voilà, bien avant Faulkner, parce que Faulkner, c'est surtout à la fin des années 30 et puis ensuite. Mais effectivement, sa première imprégnation, c'est la littérature gréco-latine. Il l'a souvent dit, avec son salaire d'employé de banque, il s'achetait les livres des éditions classiques Garnier qu'il commandait parce qu'il n'y avait pas de librairie à Manosque, et il a été absolument passionné par aussi bien les tragiques grecs, Virgile aussi bien sûr, et puis Homère. Enfin voilà, il puisait dans les deux côtés de la littérature antique, et il a souvent raconté aussi que lorsqu'il se promenait dans les collines le dimanche, donc son jour de congé, alors il emportait un livre de ces classiques Garnier, et en fait il lisait dans la nature et il projetait sur le paysage qui l'entourait aussi bien les histoires de l'Odyssée que les tragédies grecques ou les poèmes de Virgile, ce qui fait qu'il projetait, il créait, il commençait déjà avant même d'avoir écrit à créer une sorte de Provence grecque ou de Grèce provençale, et ça a été le début de son travail d'imagination sur le paysage, qui s'est concrétisé au début par des poèmes qu'il a écrits dans le style un peu antique, et puis qui ensuite a donné naissance de l'Odyssée, puis ses grands romans en colline, etc. Donc ce fond gréco-romain est très important et ne lui est pas venu du tout par l'école, mais par des lectures personnelles d'autodidactes, ce qui fait qu'il en a eu une appropriation complètement libre et pas du tout académique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il pouvait y avoir un certain académisme des références gréco-latines à la fin du 19e siècle, au début du 20e, mais chez lui, pas du tout. C'est très vécu. Est-ce que, Marion Stoicki, ce rapport à la nature que Jean Giono va avoir tout au long de son œuvre va être le même entre sa première manière et sa seconde manière, entre la première partie de son œuvre et puis la suivante? Alors, pas vraiment, dans le sens où on retrouve la nature dans tous les romans. C'est vraiment un thème qui est continu. Mais effectivement, cette nature va prendre beaucoup plus de place dans ce qu'on a appelé les romans d'avant-guerre. Et petit à petit, cet aspect-là va diminuer pour laisser plus de place à l'être humain.
En revanche, on a toujours cette idée de violence, finalement, qui est détenue par la nature. Ce n'est pas une violence aveugle, elle a des raisons, cette violence, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais ce qui va réellement changer dans l'aspect de la nature, c'est la capacité de l'être humain à communiquer avec elle. Dans les premiers romans, cette communication, elle est possible, elle est envisageable, elle est même consommée. Alors que dans les romans qui suivent donc la Seconde Guerre mondiale, cette capacité en fait à communiquer, à parler vraiment et à comprendre le monde qui nous entoure, cette capacité-là va tendre à disparaître, ne serait-ce que dans les termes qui vont être employés. Si au début, par exemple, dans Colline ou dans Requin, voilà, tous les livres qui font partie du cycle de Pan, on a des personnages qui savent d'instinct, voilà, qui savent d'instinct comment fonctionne leur environnement. Dans les romans, les derniers romans, on va avoir les mots de déchiffrer, tenter de lire, et petit à petit, cette communication, hormis pour certains personnages qui vont être un petit peu mis de côté aussi, cette communication, elle devient complètement impossible. Oui, c'est ce qui est intéressant à observer, Jean-Yves Le Richesse, et c'est sans doute l'un des éléments centraux de l'œuvre de Jean Giono, c'est que, comme l'a dit Marion Stoicki, la nature n'est jamais romantisée, il y a toujours une ambivalence à la fois dans le foisonnement dans la nature et en même temps dans sa violence qui est parfois dévastatrice. Oui, dès le début, Giono voit la nature comme une grande force, à la fois fascinante et en même temps inquiétante aussi. Enfin, ça commence très tôt. Il le raconte dans un petit texte qui s'intitule Présentation de Pan, qui est une sorte de préface ou de postface à sa première trilogie, donc Colline, Anne Beaumune, Requin. Il raconte comment, enfant, donc depuis Manosque, qui était quand même une bourgade, qui était une petite ville, mais la nature était très proche, comment il s'est progressivement approché, étape par étape, du pays sauvage, du haut pays, du plateau et surtout de la montagne de Lure, qui culminait à peu près à 1800 mètres, donc au nord de Manosque, et qu'il décrit comme couché dans l'horizon comme une sorte de Thor, enfin voilà, au sens de la mythologique presque du terme, la femelle du taureau, non pas la vache, mais la Thor, qui est là et qui est comme une sorte de grande bête insensible, dit-il aussi, et qui le fascine et qui l'approche progressivement. Donc ce sera le pays de Colline en particulier. Dans Colline, la nature, elle est très présente. Les hommes se sont créés un espace précaire au milieu de cette nature sauvage, et la nature va à un certain moment se réveiller en quelque sorte pour tenter de détruire les hommes par le tarissement de la fontaine, puis par l'incendie de forêt. Donc d'emblée, il y a une communication possible avec la nature. Il y a le rêve d'une fusion avec les éléments, et dans une certaine mesure, comme le rappelait Marion tout à l'heure, ce rêve est possible, mais en même temps, à tout moment, la nature peut aussi se retourner contre l'homme à travers de grands événements catastrophiques, comme aussi plus tard l'inondation dans Bataille dans la montagne, par exemple, qui est également dévastatrice. Donc il y a toujours cette ambivalence qu'on trouve dans la figure du dieu Pan que Giono à cette époque-là emprunte à la mythologie, et qui contient à la fois effectivement l'idée d'une harmonie, d'une fusion avec la nature, mais en même temps aussi de la peur qu'on retrouve dans le terme bien sûr de panique. Oui, et j'ajouterais que effectivement ce contact en fait avec la nature doit toujours garder effectivement une distance. On doit alterner entre la distance et peut-être parfois la tentation de fusion, mais qui n'est pas non plus à vouloir. La violence en fait que peut provoquer la nature, elle avait des raisons, et souvent les personnages vont les montrer, ces raisons-là. Quand on a un déchaînement de violence de la nature envers l'homme, c'est souvent parce que l'homme a fait du mal. Soit parce qu'il s'est trop approché donc des espaces sacrés, entre guillemets, puisque dans plusieurs textes, ce sont les bois, la forêt qui est vue comme sacrée, et donc quand les hommes s'en approchent trop, coupent trop d'arbres, etc., on peut avoir un déchaînement de violence. On a aussi, dans Haine-Monde, un personnage qui dit que dans leur pays, il n'y a jamais de problème, et à chaque fois qu'il y a eu des accidents, donc des accidents sous-entendus, une violence qui est faite de la nature envers l'homme, à chaque fois, ça venait d'une entorse à des lois, finalement, qui ne sont pas écrites, mais qui sont censées être connues des êtres humains. Jean-Yves Le Richesse, est-ce qu'on peut parler dans les livres de Jean Giono d'une tension entre un respect de la nature et dans le même temps une nécessité quand même pour l'homme d'imposer sa trace, sinon la nature quand même, de par sa violence et de par sa puissance, risque de le submerger?
Oui, absolument. Il y a chez Giono en même temps une forme d'angoisse, de la dissolution dans le grand tout. Il y a à la fois un désir de fusion et une angoisse de la dissolution, de la perte dans le grand tout. Donc il y a nécessité de négocier avec cette tension, et la figure qui pour Giono est celle qui réussit cette forme de compromis, de négociation, c'est celle du paysan. D'où l'importance de ce personnage dans ses premiers romans surtout, qui n'a rien d'un personnage purement anecdotique ou décoratif, mais qui est vraiment celui qui a réussi à ouvrir des clairières dans la forêt, qui a réussi à défricher les champs, comme on voit à la fin de Regain, le personnage de Panthurle, qui a réussi à rendre vie au village qui avait été repris par la sauvagerie pour labourer un champ. Donc la figure du paysan, et c'est l'idéal du paysan pour Giono, c'est cette conciliation possible entre effectivement la nature et l'homme, qui suppose à la fois un respect de la nature, une compréhension de ses rythmes, de sa réalité biologique, et en même temps aussi une proximité avec son imaginaire de la nature, et puis qui suppose aussi tout de même de mettre son empreinte, de faire sa place, et de la tenir aussi contre les tentatives de la nature de reprendre le pouvoir. France Culture, avoir raison avec Jean Giono, Marceau Vassy. Les pâturages charrués de sources nouvelles chantaient une sourde chanson de velours. Les arbres hauts craquaient d'un côté et de l'autre comme des mâts de navire. La bise noire était arrivée de l'est. Elle charriait sans arrêt des orages et un soleil extraordinaire. De grandes pluies grises traversaient le ciel. Tout disparaissait, montagnes et forêts. La pluie pendait sous la bise comme les longs poils sous le ventre des boucs. Elle chantait dans les arbres, elle allait en silence à travers les larges pâturages. Alors arrivait le soleil, un soleil épais et de triple couleur, plus roux que du poil de renard, si lourd et si chaud qu'il éteignait tout bruit et geste. La bise se relevait. Il y avait un grand silence. Les branches encore sans feuilles étincelaient de 1000 petites flammes d'argent, et sous chaque flamme, dans la goutte d'eau brillante, les bourgeons neufs se gonflaient. Une épaisse odeur de sève et d'écorce neufs fumait un moment dans l'air immobile. Le piétinement de la pluie passée descendait vers les fonds. La pluie nouvelle venait à travers les sapins, la bise retombait de tout son poids. Les taches noires de la pluie et du soleil marchaient dans tout le pays sous une frondaison d'arc-en-ciel. C'était un passage du Chant du Monde, paru en 1934 et lu ici par Nicolas Berger. Dans cet extrait, Marion Stoïki, on entend bien la manière dont Jean Giono parvient dans son écriture à nous faire vraiment ressentir, au sens sensoriel du terme, la nature. Oui, effectivement. Et c'est une écriture qu'on va retrouver finalement dans tous les autres romans, dès qu'il est question de la nature, de l'environnement. La manière dont il arrive justement à faire prendre conscience de cette nature avec des termes qui rapprochent. En fait aussi, on parlait d'une harmonie nécessaire avec la nature, mais c'est exactement ça qui se passe dans la description. On a, dans l'extrait qu'on vient d'écouter, on parle du piétinement de la pluie, par exemple, qui rapproche finalement la pluie d'un animal. On va avoir des antithèses, enfin des rapprochements entre des opposés. Et à plusieurs reprises, c'est moins visible dans l'extrait que vous venez de proposer, mais c'est assez constant chez le romancier, on va avoir beaucoup de synesthésie. Les synesthésies, c'est justement le fait de convier plusieurs sens en une seule sensation, en une seule description. Et cette synesthésie est là aussi pour montrer que toutes les sensations sont rapprochées également. La nature va être parfois personnifiée, donc là on a vu dans l'extrait, elle est plutôt animalisée, mais elle peut à certains endroits se personnifier complètement. Oui, je crois que ce qui se joue là dans ce très beau
texte, c'est quand même le fait que pour Giono, fondamentalement, le rapport à la nature, il se construit dans les mots et dans l'écriture. Giono a une expérience évidemment très sensuelle de la nature, il le disait lui-même, je suis un sensuel, mais dans le fond, il a passé beaucoup plus de temps devant sa feuille et avec sa plume à la main, et là, vraiment, c'est là qu'il réalise effectivement cette fusion rêvée avec la nature, c'est par les images, par cette profusion d'images extraordinaires qui, comme le disait Marion, effectivement, mélange les règnes, l'animal, le végétal, le minéral, etc. Et qui aussi, je voudrais insister là-dessus, qui véritablement relaye le récit, c'est-à-dire que Giono, dans un petit texte qui s'intitule Le chant du monde, mais qui est en fait un petit texte du recueil de nouvelles Solitude de la pitié, disait déjà qu'il rêvait d'un roman dont les personnages ne seraient pas des humains, mais le fleuve, la montagne, etc. Il rêvait de cela, ce qui n'est peut-être pas réalisable complètement, mais il l'a réalisé dans certains passages du chant du monde, et celui-là en est un, où on voit à quel point tout est mouvement, tout est action, les verbes sont des verbes d'action, et les éléments de la nature agissent et sous nos yeux et entraînent finalement le lecteur. On n'est pas du tout dans un tableau figé de la nature, mais bien dans un grand moment narratif finalement, de narration-description. Ce rapport à la nature de Jean Giono, il est donc, comme on est en train de le dire, il est à la fois complexe, il est à la fois plein de nuances et de poésie. Il se distille donc dans beaucoup de ses romans comme Regain, comme Un de Beaumune, comme Le chant du monde ou Que ma joie demeure. Mais c'est aussi, on va le voir aussi dans des essais, notamment dans un texte. Alors un texte qui va faire date, c'est L'homme qui plantait des arbres. C'est un texte un peu mineur, puisqu'il ne fait que quelques pages, une quinzaine de pages qu'il a écrites en 1953 pour un magazine américain. Mais en même temps, c'est l'une de ses œuvres les plus connues, les plus traduites dans le monde. Dans ce texte, il raconte l'histoire d'un personnage fictif, Elzéard Bouffier, qui parvient à transformer un désert en forêt grâce à son abnégation à planter tous les jours des glands dans le sol avec son bâton. Quel regard est-ce que vous portez sur cette œuvre, Jean-Yves Lorichesse ? Alors c'est effectivement un petit livre de circonstances, c'est une œuvre de circonstances commandée par le Reader's Digest pour une rubrique intitulée « Le personnage le plus extraordinaire que vous avez rencontré ». Giono l'écrit en 2 jours. C'est vrai que le succès mondial de ce texte est un peu disproportionné par rapport à toute la richesse par ailleurs de l'œuvre de Giono. Mais enfin, ne boudons pas notre plaisir, et tant mieux si cela fait connaître Giono très largement, jusqu'au Japon où, paraît-il, c'est un texte particulièrement prisé des écologistes, mais enfin dans le monde entier, que ça incite ensuite, on l'espère, à lire d'autres livres comme Le chant du monde par exemple. Mais c'est tout de même un texte qui est un peu plus qu'une simple fable dont la morale serait planter des arbres. C'est quand même Giono. Giono, même quand il écrit des textes de circonstances, est toujours Giono. Et dans ce personnage d'Elzéard Bouffier, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement cette obstination à planter, à reboiser toute une région pendant plusieurs décennies de vie. Donc il y a une entreprise qui a quelque chose de démesuré. Et ça, c'est par là que ce personnage est gionien, parce que Giono aime les personnages de la démesure. Et c'est quelque chose qui est effectivement a presque un côté invraisemblable. On est vraiment dans l'imaginaire. Ce qui a été reproché évidemment d'ailleurs par les directeurs de Reader's Digest, qui ont reproché à Giono d'avoir inventé un personnage et qui n'ont d'ailleurs pas publié son texte pour cette raison. Mais aussi peut-être parce que il y a ce personnage qui est peut-être comme l'écrivain lui-même aussi, qui est dans une obstination, une persévérance, qui réalise finalement une sorte de grande œuvre qui là est le reboisement, et qui pour l'écrivain va être la grande œuvre littéraire. Toute la dimension de la fabulation aussi, le fait même que le personnage soit inventé alors qu'on lui demande de parler d'un personnage réel, c'est le Giono aussi fabulateur qui fait l'apologie même du mensonge avec son personnage d'Ulysse qui, dans son tout premier roman, Naissance de l'Odyssée, invente les aventures vécues qu'il raconte dans l'Odyssée. Oui, on parlera dans le dernier épisode de ce rapport à la vérité et au mensonge chez Jean Giono, mais je voudrais revenir donc sur ce rapport qu'a Jean Giono avec la nature. C'est un rapport qui est donc fait d'une nécessité, d'une harmonie et d'une juste mesure. Marion Stoïki, est-ce qu'on peut parler d'une forme d'écologie chez Jean Giono, une écologie avant l'heure ? Alors, plusieurs critiques ont considéré qu'on pouvait voir en Jean Giono effectivement un écologiste avant l'heure, un écrivain écolo parfois. C'est le cas quand on considère ce qu'est l'écologie au sens premier du terme et pas l'écologie politique, selon moi. Si on regarde un petit peu, c'est vrai que chez Jean Giono, on a cette idée d'un ordre, voilà, d'une nécessaire communion entre tous les êtres vivants, tous les êtres doués de sensibilité. Concernant par exemple les animaux, on va avoir une condamnation du mal-être
animale, mais pas ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans la cause animale ou dans le véganisme, etc. C'est-à-dire que Jean Giono ne voit aucune opposition à consommer raisonnablement de la viande. Et enfin, concernant donc l'aspect écologique et cette fois plutôt tourné vers le végétal, évidemment, on a une condamnation de la déforestation dans son œuvre. On le voit avec L'homme qui plantait des arbres. Il y a plusieurs autres nouvelles aussi, dont une qui s'intitule Au pays des coupeurs d'arbres. Mais après, on ne peut pas considérer Jean Giono comme un écologiste politique. Par exemple, il ne va pas s'opposer au barrage de Serre-Ponçon, qui pourtant a délogé de nombreux habitants et qui a modifié considérablement le paysage. Il va manifester un désaccord pour la construction du site de Cadarache, mais on ne va avoir aucune action vraiment militante. Donc c'est pour ça, on peut considérer qu'on a des prémices écologistes chez lui, mais aucune action réelle. Voilà. Il écrit, il fait passer finalement ces idées-là à travers des histoires, et ce sont plus ces livres qui vont avoir pour vocation peut-être de provoquer des actions chez les lecteurs. Et ce qui a été le cas après la publication de L'homme qui plantait des arbres. On l'a vu, il y a eu plusieurs actions par des associations qui sont menées pour planter des arbres, pour financer cette reforestation. Une dernière petite question avant de conclure. Jean-Yves Le Richesse, si on ne peut pas parler d'écologie au sens politique et contemporain, est-ce qu'on peut néanmoins considérer qu'il s'agit là d'une forme d'écologie poétique et intemporelle ? Oui, alors je pense qu'il y a les deux, parce que, alors effectivement, forme d'écologie poétique, tout à fait intemporelle, dans la mesure où c'est le rapport de l'être humain au vivant, qui est constamment mis en œuvre par l'écriture, par la poésie de ces textes. Mais il y a tout de même de manière peut-être plus concrète et engagée, il y a tout de même l'engagement de Giono par ses essais des années 30, Les vraies richesses, Lettres aux paysans sur la pauvreté et la paix, etc., où tout de même Giono a développé une analyse très précise, même économique, un peu inattendue justement de la part de celui qu'on voit par ailleurs, juste titre, comme surtout un grand poète, une analyse économique de ce qui est le début de l'agriculture industrielle, dans laquelle il voit la menace à court terme d'élimination justement de cette paysannerie, ce qui permet une harmonie avec la nature. Et là, Giono est allé quand même assez loin, et ce qui fait qu'il est considéré effectivement aujourd'hui par certains comme un précurseur. Il y a un petit livre sur Giono dans une collection intitulée Les précurseurs de la décroissance. Évidemment, on peut dire que c'est une appropriation, une captation de Giono, mais c'est fondé quand même sur une analyse de ses essais des années 30, 35, 36. On parlera justement de tout cela dans le prochain épisode, l'épisode de demain, où il sera question du monde paysan et puis de la détestation de la ville chez Jean Giono. Merci à tous les deux, Jean-Yves Le Richesse et Marion Stoïki. Merci aux studios d'ici Occitanie et d'ici Provence d'avoir permis la tenue de cette émission. C'était le premier épisode d'Avoir raison avec Jean Giono, une émission réalisée par Vanessa Nadjar, avec à la prise de son à Paris Adelino Mello, à Aix-en-Provence Bertrand Mantondon et à Toulouse Thomas Boyert. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres de la série sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application Radio France. À demain.